Ça ne change rien. Je n'ai pas besoin de ça. C'est toujours un peu compliqué de suivre un professeur, un Olympien, puis un ministre. Moi, je suis métier entrepreneur, comme ça. Donc, dans le fond, j'ai été chanceux parce que je suis né dans une bonne famille. Encore plus chanceux parce que quand je suis né, c'était à Londres, en Angleterre, donc ça m'a permis d'avoir double nationalité. Encore plus chanceux d'avoir un père qui, en 1957, a reçu les clés de son beau-père pour dire prends soin de la compagnie, puis fais-en quelque chose. Cette compagnie-là, c'est devenu Lavalin. Donc, il est parti de 60 employés en 1957 pour devenir à peu près, aujourd'hui, 26 000 employés. Moi, j'ai quitté en 1991. À l'époque, j'étais CFO. Encore plus chanceux, on a fait faillite. J'ai appris beaucoup à ce moment-là. Donc, quand la SNC nous a ramassés, donc, en fait, il fallait faire survivre 6 000 employés à l'époque, les faire passer à travers. Puis ça, on apprend énormément dans la vie. Et comme aujourd'hui, ma vie, c'est de faire des conseils d'administration. J'en ai juste 21, ce qui n'est pas une excellente gouvernance, là, mais sur lequel j'ai 16 comme président de conseil, dont Le Devoir, dont Télé-Québec, dont beaucoup d'entreprises africaines, certaines européennes. Ça me permet de rencontrer un tas de monde dans la vie, puis de voir avec eux autres l'expérience qu'on peut faire. Puis hier, pour bien me préparer, parce que dans le fond, je n'arrivais pas non pas d'Afrique, mais de Vancouver hier soir, je m'en vais en Afrique la semaine prochaine, je lisais Churchill. Puis Churchill disait toujours, lui, aim high, respect people, and work hard. Ça veut dire que dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, c'est de dire, on ne sera jamais capable de réussir dans un conseil d'administration s'il n'y a pas une équipe en arrière de soi. Puis dans le fond, j'ai peut-être 3 petites histoires à raconter. La première, Lavalin, c'est en 1964. Mon père, autour de la table, il dit simplement, ça me tente de faire l'international. Tout le monde autour de la table s'est regardé, puis il dit, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'on déménage à Ottawa, ça? Et non, c'était pas tout à fait ça. C'était d'aller vendre la technologie nord-américaine en Afrique, parler en français. Et depuis ce temps-là, dans le fond, ça a été le développement de l'international, un monde qu'on connaissait peu. Moi, j'ai eu l'occasion extraordinaire en 1971, à l'âge de 17 ans, d'aller diriger une équipe de 10 arpenteurs dans le milieu du désert du Sahara pendant 5 mois, la route transsaharienne et la route d'unité de l'amitié canadienne, d'avoir à expliquer à ces gens-là comment travailler, comment respecter ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient m'amener. Je ne vous dis pas qu'un soir, d'ailleurs, le 30 juillet 1971, je regarde la Lune, puis je dis à mes Africains qui avaient à peine connu un automobile, un camion, etc., que ce soir-là, il y avait 2 personnes qui marchaient sur la Lune. Pour eux autres, là, il y avait comme un grand pas. Ils venaient de voir un auto, puis là, quelqu'un qui marchait sur la Lune. Comme c'est mon conseiller bien gentiment d'aller me coucher parce qu'il trouvait que j'avais eu trop de soleil cette journée-là. Il a probablement raison. Donc, Lavalin s'est développé par la suite. Et aujourd'hui, je dois dire qu'en 2011, chiffre d'affaires de 4 milliards, 5 milliards plutôt, un bon profit, une évaluation de marché de 7,5 milliards de dollars. Tout ça créé parce que, dans le fond, on sentait que le marché québécois était limité. Il fallait aller à l'extérieur. On s'est servi quand même des contrats comme de la Baie James à l'époque pour mettre de l'argent dans Lavalin International, pour développer cette section internationale-là. Ça a pris énormément d'efforts, énormément d'argent, mais aujourd'hui, 90% des profits de cette société-là, bien, dans le fond, vient d'international. La deuxième expérience, c'est en 1997. J'ai un ami qui m'appelle et il dit « Je voudrais faire de l'exploration minière en Afrique de l'Ouest. » Il a appelé sa compagnie Semafo, son nom c'est Benoît Lassalle. Et il me dit « Jean, j'ai besoin de toi parce que tu connais l'Afrique, ça fait longtemps que tu y vas, j'aurais besoin d'un président de conseil. » Puis là, j'ai dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec cette société-là? » Ils dit « On est au Burkina Faso, on va développer des permis d'exploration et éventuellement, dans le fond, on va les revendre, on ne sera plus là dans 3-4 ans. » Force est de constater aujourd'hui, 2011, la société opère 3 mines, la société a une évaluation de 2,5 milliards de dollars, on emploie 2200 employés. Ça veut dire que, dans le fond, on a créé quelque chose au fil des temps. On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas pu faire du développement social avec ces gens-là. Parce qu'il faut respecter les gens. Quand je vois les gaz de schiste ici, pour moi, c'était le contraire. Quand on rentre dans un projet minier, il faut rentrer avec la population locale. Il faut qu'à prime abord, avant que la première foreuse arrive là, il faut que les gens soient conscients. Qu'ils soient en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou ici. Il faut qu'on aille leur parler, leur discuter avec eux autres. Puis on se rend compte, en bout de ligne, qu'un minier, ce que je ne vois pas, là, pour bien du monde, c'est des bandits. On sort la ressource première de la terre, on l'envoie ailleurs, on donne un peu de royauté au gouvernement, puis merci beaucoup. On paye des impôts quand on fait des profits. Il faut changer cette attitude-là. Quand on parlait de marketing social, ça veut dire passer son temps avec les gens, quels qu'ils soient,
à leur dire à un moment donné, messieurs, mesdames, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Donc, sur les mines, on a créé la Fondation qui fait quoi? Elle amène la case de santé, c'est clair. Elle amène aussi le développement, éducation. Des livres qu'on envoie du Canada ou du Québec, des pupitres, des habits d'écoliers, etc. Même fournir des professeurs. Mais il faut aller plus loin que ça, parce qu'une mine, ça s'estompe. Donc, à un moment donné, il faut entraîner les gens à prendre possession de leur terrain, devenir dynamiques. Donc, on crée des coopératives dans ces régions-là pour faire de la culture de paprika, de sésame, de karité, le beurre de karité, etc. J'ai juste une condition quand je fais ça. C'est des coopératives de femmes. Je ne veux pas d'hommes. Pourquoi? Parce que pour moi, une femme en Afrique, et partout à travers le monde, c'est quelqu'un de respectueux de l'argent. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle reçoit de l'argent, elle va vouloir payer avec intérêt. Je ne peux pas en dire autant des hommes. En Afrique, on a beaucoup de problèmes de ce côté-là, puis je ne suis pas loin de dire qu'à 100% des cas, les hommes ne remboursent pas. Alors qu'à 100% des cas, les femmes le font. Donc, l'autre fois, j'étais justement avec la personne responsable du Carité, puis je lui répétais ma notion, et quand j'ai fini de parler, elle me regardait, elle dit, vous, M. Lamarre, dors. C'est ça. Je venais de comprendre que je n'étais plus là. Mais ils font quand même de l'argent, ils exportent, et c'est ça qu'il faut créer autour de nos mines. Mais ça, ce n'est pas suffisant, parce qu'une population locale va vous regarder à un moment donné et va dire, c'est extraordinaire, ça, mais ça, c'est juste local auprès de la mine. Tout autant que ça peut être local à Sept-Îles, à Warbush, à Shefferville. Il faut faire plus pour un pays. Puis, en fait, en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'énergie. Pas d'énergie, pas de développement, tant qu'à moi. Pour d'autres, c'est d'autres choses, mais pour moi, c'est extrêmement important. Donc, à partir de là, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'énergie? J'étais, il y a une semaine et demie, en Guinée, un pays où il pleut 4 mètres d'eau par année. 4 mètres d'eau, je ne sais pas ce que vous savez, hein, mais c'est 40 mètres de neige. 40 mètres de neige, c'est 120 pieds de neige. 120 pieds de neige, si on avait ça au Québec, là, je veux dire, on en produirait encore plus d'électricité. Ça, c'est ce qu'ils reçoivent en 3 mois. Nous, au Québec, 8 millions d'habitants, 41 000 mégawatts. Eux, 11 millions d'habitants en Guinée, 200 mégawatts installés. Je ne dis pas 200 000, je ne dis pas 20 000, je dis 200. Sur lequel 200, il y en a juste la moitié qui fonctionne. Donc, à partir de là, tu te dis, il y a comme un problème. Pourtant, ils ont fait des études. Il y a des mécanisés de ce monde qui sont arrivés là, puis ils ont rempli 7 écoles, des HEC, d'études. Ça, c'est tout fait par des Caucasiens, tous pour avoir des contrats de consultation. Ça va bien, mais il n'y a pas rien qui a été fait au niveau énergétique. Donc, à partir de là, on s'est dit, si on veut réussir dans ces pays-là, plus le choix. Il faut faire de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont? Du soleil. Solaire. On commence donc à implanter la construction d'une usine de 20 mégawatts, la première en Afrique de l'Ouest, qui va se construire au Burkina Faso, avec du soleil. Ils ont aussi de l'eau. Donc, on fait des projets hydroélectriques. Ils ont aussi du charbon. Je ne peux pas dire que le charbon, c'est extraordinaire pour point de vue environnemental, mais quand vous avez dans un pays comme le Niger, la seule chose que vous avez, c'est du charbon, bien, à un moment donné, tu te dis, il va falloir faire quelque chose avec ça. On va essayer de le rendre le plus propre possible, on va travailler en conséquence. Donc, de devenir des promoteurs pour être capable d'amener de l'argent, d'amener des investisseurs, d'amener des gens à construire finalement quelque chose qui va leur produire de l'énergie, du développement. Ça s'appelle ça de l'entrepreneurship. M. Bolduc a parlé de la façon de gérer des hôpitaux. Je pense que dans le fond, c'est le rôle d'un gouvernement de penser, de réfléchir, puis il y a des bons gestionnaires là-dedans. Moi, ma job, c'est pas ça. Ma job, c'est de trouver des idées, puis de dire dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse arriver. C'est sûr que l'investisseur te regarde en disant, c'est quoi mon rendement? Vous allez avoir combien de rendement? J'aimerais avoir 20 25 30 par année. Pour moi, le rendement, c'est quoi que ce soit, autre qu'un chiffre, c'est de dire que si socialement c'est acceptable, si on est capable de vendre notre projet, si on est capable d'amener les gens collaborer, si on est capable de former les gens locaux, parce que c'est ça aussi en bout de ligne, il faut prendre les gens locaux puis les former. Amener ces gens-là, dans le fond, à dire demain matin, là, c'est mon pays, c'est mon affaire, puis je vais réussir. En 1960, au Québec, beaucoup de gens étaient anglophones, la décision est anglophone. On s'est convertis par des Bernard Lamarre, des Laurent Baudouin, ces gens-là, qui ont fait que le Québécois a ramassé un peu plus, même beaucoup plus, son économie, puis on en est fiers. Moi, quand je suis rentré au HEC en 1973, je veux dire, c'était encore des balbutiements. Je veux dire, M. Parizeau, c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais M. Parizeau, c'était un professeur, c'était un gars qui est devenu ministre des Finances, c'était un gars, dans le fond, qui n'était pas vraiment entrepreneur, c'était quelqu'un qui voyait une grande société avec des sociétés d'État, etc. Le mot entrepreneur, c'était un peu compliqué. C'était pas quelque chose que, dans le fond, on cherchait. Là, je veux dire, donc, de voir des sociétés qui se développaient, on était au balbutiement de cette histoire-là. Puis pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait continuer. Donc, l'Afrique, aujourd'hui, on continue, on s'en va, on va grandir, on va avoir plus de mines, mais surtout,
ce que je dis, c'est que le Sémafo d'aujourd'hui mine va se convertir tranquillement dans une autre société qui va s'appeler Sémafo Énergie et qui va devenir, à un moment donné, le tributaire de l'énergie en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est grand. De Dakar au Tchad, de l'Algérie jusqu'au Golfe de Guinée, il y a énormément de territoires. Mais c'est de développer parce qu'il leur manque des promoteurs, des gens qui sont prêts à prendre des risques. Risques. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre petit sujet, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a approché il y a à peu près 5 ans, une société qui fait des simulateurs de vol, qui s'appelle Mechtronix, puis on dit, nous autres, on voudrait devenir les meilleurs fabricants de simulateurs de vol au monde. Bien, il passait à côté de CAE, puis CAE, c'est énorme, c'est le plus gros, etc. Je leur ai dit, ça n'a quasi pas bon sens, votre idée, mais dans le fond, on va s'essayer, on va trouver du financement, puis on va vendre en Chine, au Moyen-Orient, etc. Et aujourd'hui, 6 ans après que cette idée-là ait démarré, c'est les deuxièmes au monde. C'est 4 ingénieurs de Concordia. Donc, à partir de là, je veux dire, il y a des choses qu'on peut réussir. C'est sûr que des journées, c'est plus compliqué, là. Il faut s'entraider un petit peu, il faut pousser un petit peu la barque et arriver à quelque chose. Mais en réalité, je veux dire, dans le fond, c'est de toujours respecter son personnel, connaître sa clientèle, viser plus haut, puis, en bout de ligne, à un moment donné, dire demain matin, bien, il faut toujours travailler fort. Comme disait ma feu mère, 5 d'inspiration, 95 de transpiration. Hein. Puis le 5 d'inspiration, il y a beaucoup de chance là-dedans. Là. Donc, il faut toujours continuer de travailler. Et des fois, dans le développement social, M. Bolduc me parlait de la salle ici, qui trouvait que c'était une très belle salle. Puis je me souviens qu'à l'époque, je venais de quitter Lavalin, puis je m'en allais vers Kanamanak, un autre entrepreneur, M. Dutil, et pendant une période de 6 mois, je me suis retrouvé ici, au HEC, dans des audiences publiques, pour essayer de déterminer comment l'école serait faite ici. Et on est arrivé avec l'idée de faire une école relativement rectangulaire, en hauteur, etc. Et là, le social, les gens sont arrivés puis ont dit, il y a des chaînes rouges ici. Ça, c'est compliqué. La première question de combien? Mesurer 20. On ne pourrait pas déplacer les 20 chaînes rouges, ça serait moins compliqué. Non. Et finalement, en audience publique, on est obligé de faire cette encochure ici, au niveau pour sauver 20 chaînes rouges ici à l'extérieur. Et donc, ça a été une dynamique d'architectes, d'ingénieurs, de gens de l'époque, M. Jean Gartin et compagnie, qui est directeur de l'école, pour essayer de trouver une solution qui, aujourd'hui, donne un caractère à ce bâtiment-là, mais aussi un caractère au HEC. Parce que, dans le fond, le HEC, pour moi, c'est mon alma mater. On fait des projets extraordinaires. Puis quand j'ai rien à faire, M. le ministre, il me demande d'être directeur de tous les projets d'immobilisation ici au HEC. Ça me permet de connaître ce qui s'en vient un petit peu. Mais l'idée générale, pour moi, c'est de dire, là, dans le fond, les HEC, il faut continuer de faire de la formation, mais pas simplement de la formation dite mathématiques, comptables, finances, économiques. Pour moi, les cours sociaux, psychologiques, etc., sont aussi importants. Parce que dans le fond, ce qu'on vend, c'est avec du monde. Il faut leur parler, il faut discuter avec eux autres, dans quelque langue que ce soit, puis avoir du fun avec eux autres, du plaisir avec eux autres. Puis du plaisir, c'est quand eux trouvent l'idée, eux sont capables de vous convaincre, eux sont capables de l'implanter. Puis ça, c'est remarquable. C'est comme ma madame qui fait son karité, qui fait aujourd'hui 6 tonnes par mois, qui veut monter ça à 12 tonnes par mois de karité parce qu'elle veut exporter en Corée, au Japon, etc. Pour moi, c'est une des plus grandes réussites. Mais je vous remercie de m'avoir écouté.